aujourd'hui, nous recevons une personnalité, tout le monde ne la connaît pas, elle a beaucoup d'activités, elle s'est beaucoup engagée, c'est Madame la députée Olga Givernet. Et je vais vous en dire quelques mots. Vous êtes député de la 3e circonscription de l'Ain, porte-parole du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, membre de la Commission des affaires étrangères et copilote du groupe de travail dédié à la sobriété énergétique, sujet qui nous touche particulièrement et pour lequel vous êtes reçu par notre président Brice Lalonde. Les affaires étrangères également, sur lesquelles vous êtes, et vous dédiez vos travaux sur la sobriété énergétique en vue de l'élaboration de la loi énergie-climat, la LPEC. Madame la députée, vous êtes membre de la Commission des affaires étrangères et votre parcours est également marqué par votre engagement tourné vers les enjeux environnementaux, climatiques et de mobilité durable. Préoccupation centrale aujourd'hui dans l'esprit des Français. À ces enjeux, vous apportez à la fois votre regard politique éclairé, votre regard d'ingénieur, et ça c'est important de le préciser, puisque je le rappelle, vous avez débuté votre carrière en tant qu'ingénieur de l'aéronautique. Donc c'est un sujet que vous connaissez aussi particulièrement bien, l'aéronautique, qui est au vif des discussions en ce moment, et avec la PLF, l'actualité va être forte sur le sujet. Je vous le dis une deuxième fois, une nouvelle fois, nous sommes vraiment honorés de vous recevoir et d'avoir votre présence pour cet événement consacré à la sobriété énergétique qui constitue un pilier central de votre travail parlementaire, de votre engagement en faveur de la transition énergétique. Après un premier rapport que vous avez mené dans le cadre de l'OPESC, où vous avez identifié les principaux freins à la sobriété énergétique et les mesures qui permettront de repenser nos usages énergétiques, vous avez copiloté le groupe de travail dédié à la sobriété énergétique en vue de l'élaboration de la loi énergie-climat. Alors, Madame la députée, je vous remercie chaleureusement et bien évidemment, vous allez nous parler de ces conclusions de ce rapport et je donne tout de suite la parole à notre président, Brice Lalonde. Merci beaucoup, Madame la députée. On entend beaucoup ce mot en ce moment, sobriété. Le président de la République l'a repris à son compte, Madame Agnès Pannier-Runacher également. Pour équilibre des énergies, où il y a beaucoup d'ingénieurs, c'est un mot, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que, évidemment, nous sommes habitués à l'efficacité énergétique. Ça, on sait la mesurer, tout ça, c'est bien, etc. La sobriété, on ne sait pas très bien. Et dans votre rapport, alors on apprend beaucoup de choses qui sont extrêmement intéressantes. L'efficacité énergétique, c'est de faire les choses correctement, tandis que la sobriété, c'est de choisir quelles choses on fait, par exemple. Donc on est là dans un domaine où c'est plutôt des valeurs, quoi. Mais en tous les cas, c'est extrêmement intéressant. Il y a beaucoup de propositions très précises dans votre rapport. Je ne sais pas, le poids des véhicules, le passeport numérique, des choses très, très précises et certainement très utiles. Il y a même des choses un peu plus compliquées. La publicité. Ah, la publicité, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'à chaque fois qu'on veut acheter une voiture, dans la publicité, on met trop roulé et nuisible au climat? C'est quand même compliqué. Donc, mais bon, vous nous en direz quelques mots. Et d'autres propositions qui sont aussi très, très, très difficiles, avec des pistes. Vous ouvrez des pistes, vous dites la sobriété, elle a sans doute des liens avec l'économie circulaire, avec les techniques un peu frustes, enfin, disons le low-tech, etc. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont des pistes. Vous ne prononcez pas définitivement, mais vous dites que c'est quand même intéressant d'étudier tout ça. Donc, Madame la députée, parlez-nous de ce rapport, parlez-nous de la manière dont il est reçu dans les ministères. Est-ce qu'il y aura un chapitre sur la sobriété dans la loi? Moi aussi, je tenais à remercier Eden. On se commence à se connaître depuis quelques années maintenant. Et merci beaucoup pour les travaux que vous faites et la possibilité qui nous est donnée de nous exprimer face à un public averti autour des questions énergétiques. C'est comme ça, c'est lorsqu'on a ces échanges. Et je souhaite aujourd'hui que ça puisse être
un vrai échange, que nous avançons, que nous pouvons faire des propositions et que nous pouvons aller vers des politiques beaucoup plus ambitieuses. Alors la première question, vous l'avez dit Brice, la sobriété, qu'est-ce que c'est? Et ça a été une des premières questions qu'on s'est posées lorsqu'on a commencé nos travaux avec le sénateur Pied-Noir, c'était il y a une année, et à rencontrer des spécialistes, puisque certains travaillaient depuis de nombreuses années sur la sobriété, mais c'était très peu connu, puisque dans la société dans laquelle nous sommes, dans une société de consommation, eh bien, la sobriété n'avait plus tellement voix au chapitre. Il faut savoir que la sobriété, de manière historique, ça a été un principe lors de l'Antiquité. C'était la tempérance et c'était un rythme de vie qui était nécessaire pour la société. Et puis, dans notre société qui s'est industrialisée, qui a eu accès à toutes les ressources, on pensait que toutes les ressources étaient illimitées et qu'on pouvait s'en servir et les prélever finalement sans autre, eh bien, on a complètement oublié cette sobriété, voire elle a été décriée. La sobriété, c'était signe de pauvreté, c'était un rythme de vie qui ne montrait pas la réussite sociale. Donc, il faut revenir sur tous ces principes et heureusement, on y revient. Le président de la République là, a pu le lancer comme un des piliers de notre transition énergétique et la ministre Agnès Pannier-Runacher l'a repris à son compte. Elle parle de mur énergétique. Pour faire face au mur énergétique que nous avons devant nous, il faut bien sûr produire de l'énergie décarbonée, mais il faut surtout aussi réduire notre consommation. Alors, réduire la consommation, il y a deux leviers. Il y a cette sobriété dont je vous ai parlé et il y a l'efficacité. C'est une particularité française de différencier les deux. Dans les autres pays, en fait, tout est un peu mélangé et on compte plutôt sur l'efficacité, ce qui est un peu le cas aussi en France. On dit aujourd'hui qu'on a à peu près 2 tiers d'efficacité pour 1 tiers de sobriété. Moi, je pense qu'à l'avenir, on aura bientôt 2 tiers de sobriété et 1 tiers d'efficacité parce que quand on aura fait le tour de notre efficacité, eh bien, il y aura vraiment que la question des besoins. Pour être très simple, l'efficacité, c'est consommer mieux, la sobriété, c'est consommer moins. On l'a dit, c'est de questionner ses besoins, questionner la façon dont nous consommons les services et les services énergétiques, et puis de pouvoir le faire dans les limites planétaires. On a retenu plusieurs définitions. La définition du GIEC, qui dit qu'en fait, c'est réduire la sobriété, c'est réduire sa consommation en ressources, que ce soit l'énergie, mais l'eau aussi, les matériaux, pour pouvoir répondre à nos besoins tout en maintenant le confort de vie et en gardant une certaine qualité. Donc moi, je tiens à le dire très précisément, ce n'est pas la décroissance, ce n'est pas l'écologie punitive, c'est une vraie façon de repenser notre gouvernance. Ce qui m'a intéressé, j'ai trouvé une définition, ou en tous les cas des qualificatifs, ça consiste à minimiser l'empreinte environnementale et maximiser l'utilité sociale. Vous montrez bien que ce n'est pas une affaire individuelle, c'est une matière collective où l'organisation favoriser le choix de la sobriété pour nos concitoyens. Exactement. En fait, dans nos travaux, on a remarqué qu'il y avait quand même eu pas mal de recherches. Et dans cette recherche, on a identifié plusieurs types de sobriété. Il y a la sobriété monitorée. C'est celle qu'on connaît aujourd'hui avec les plans de sobriété qui ont été menés. C'est de dire, on a une information, typiquement la température, et on va adapter notre comportement pour pouvoir avoir un comportement sobre. Donc ça, c'est la sobriété monitorée. C'est ce qui est aidé aussi par l'efficacité et le pilotage. On va parler par secteur tout à l'heure, mais par exemple, le bâtiment, à partir du moment où on a de l'information sur chacune des pièces d'un bâtiment et qu'on peut venir avec un système intelligent piloter ce système, on est dans l'efficacité, mais aussi dans la sobriété. Et ça fait rapport au décret BACS, qui est un décret sur le bâtiment, qui demande à ce que tous les bâtiments puissent être dotés et pilotables. Mais si on veut qu'il y ait du pilotable, il faut une compétence, une expertise, que le technicien qui soit en place
comprennent ce système et puissent le piloter. Et là, on est dans la sobriété et on va voir, après, on va dire, mais Madame la députée, vous ne vous rendez pas compte, on ne trouve plus de compétences, ça devient compliqué. Donc oui, il y a cette sobriété monitorée. Ensuite, on a la sobriété gouvernée, c'est une étape de plus. Ça veut dire qu'en fait, on va penser notre organisation pour pouvoir être sobre, que ce soit au niveau d'une entreprise, que ce soit au niveau des services de l'État, d'une collectivité. D'ailleurs, quand on parle de sobriété, on a voulu d'abord toucher les plus gros, parce que c'est les plus gros consommateurs et parce que c'est là où il y a aussi une marge plus importante à faire. Et je trouve ça très sage de la part du gouvernement d'avoir ciblé l'État, les collectivités territoriales pour faire plus de sobriété et puis les grandes Les entreprises. fonctionnaires sont appelés à ne pas rouler au-delà de 110 km/h sur les autoroutes. Exactement. Alors nous, on pousse un petit peu plus loin, mais effectivement, on est dans une approche d'incitation plutôt que d'obligation. Donc, le fait de rouler à 110 km/h, on va voir tous les bénéfices, voire les co-bénéfices. On pollue moins, évidemment. On consomme moins, c'est mieux pour le portefeuille. C'est moins risqué. Et pourtant, encore avec tout ça, eh bien, on a une réticence à rouler à 110 km/h. Mais c'est un point qui est poussé au travers des flottes professionnelles. On parlera des flottes professionnelles. Mais nous, dans mon groupe de travail, puisque à l'issue du rapport avec l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques, la ministre a souhaité avoir un groupe de travail, le numéro 1 d'ailleurs, sur la sobriété, que je copilote avec un élu local, Jean-Patrick Masson, qui est élu à la ville de Divonne. De Dijon, pardon, et pour lequel on a pu travailler justement à faire des propositions que dans certaines zones, comme les zones très urbanisées ou les zones de montagne dans les vallées, on puisse imposer ces 110 km/h. Alors le gouvernement est très réticent pour le moment. On sait quand on touche à la voiture comme c'est difficile. Pourtant, on a beaucoup de propositions à faire sur le poids des véhicules notamment et la réduction de la masse totale des véhicules. Et pourtant, on sait que dans la société, la bagnole, comme le dit le président, c'est encore quelque chose qui est très approprié. Mais on pourrait faire de la bagnole mieux. D'avoir des véhicules qui soient beaucoup plus adaptés. Et la question de la publicité, où on peut se poser la question, eh bien, c'est d'arrêter d'envoyer des messages de désirabilité de quelqu'un tout seul, dans sa voiture, dans son gros 4x4, en plein milieu de la ville. C'est une aberration. On doit lutter contre ces contradictions, ces messages qui sont envoyés à la population, les messages de réussite, alors qu'ils sont complètement à l'envers de ce qu'on voudrait en termes d'économie de nos ressources. Si, parce que j'ai un souvenir. J'étais au gouvernement et nous avons interdit la publicité des voitures en plein champ. Il faut toujours que ce soit sur une route ou un chemin. Interdiction d'aller se balader dans la nature. Et bien voilà. Alors maintenant, quand il y a une voiture en plein champ, en général, la publicité dit c'est parce que ça a été tourné ailleurs qu'en France. Mais je crois que c'est important. Il faut qu'on puisse montrer des voitures où on embarque du monde dedans, puisqu'il faut réduire le nombre de kilomètres par passager et assurer le covoiturage. Hein. C'est les premières mesures qu'on connaît, d'utiliser le vélo, la marche à pied, de s'assurer du covoiturage. Ça, il ne faut surtout pas l'abandonner. C'est un des points de sobriété importants. Mais on peut aller plus loin. On peut aller vers cette sobriété gouvernée où notre organisation sociétale nous permet de le faire. Puis après, il y a la troisième, je ne vous en ai pas parlé, la sobriété symbiotique. C'est qu'à partir du moment où on va commencer à penser à un système technique ou social, eh bien, on va déjà intégrer des ambitions de sobriété. C'est typiquement la low-tech. La low-tech, ça ne veut pas du tout dire en fait qu'on est rétrograde. Hein. Un vélo peut être est low-tech et pourtant il peut être high-tech dans les matériaux qu'il utilise et quand il est électrifié. Mais la low-tech nous amène à repenser à des systèmes qui sont d'abord maintenables, où l'entretien est facile. Par exemple, la modularité, c'est un des points qui ressort dans le rapport, la modularité qui permet, par exemple, pour notre téléphone, avant, vous vous rappelez, nos Nokia, on pouvait enlever la batterie et la changer facilement. C'était facile. Maintenant, on a des smartphones où il faut les ramener au magasin pour qu'ils puissent faire le changement d'équipement. Donc ça pose un vrai problème. D'ailleurs, on s'est rendu compte, d'ailleurs, il y a des verrous logiciels aussi qui sont mis pour garder un monopole. Donc, dans toute la gestion de nos équipements et de nos
terminaux, eh bien, on voit bien il y a encore des freins et des contradictions à lutter contre. On propose un passeport numérique parce qu'en fait, il faut savoir que les terminaux que vous avez dans les mains, là, tous, alors nos téléphones portables, ordinateurs. nos ordinateurs sont aussi des terminaux. On peut considérer qu'une télé, c'est aussi un terminal. Et donc, on en a plein. Eh bien, là où ça consomme le plus de ressources, c'est la fabrication. C'est vrai pour ces terminaux-là, mais c'est vrai aussi pour toute infrastructure. Une centrale nucléaire, eh bien, ça demande énormément de ressources en énergie, en matériaux pour pouvoir être fabriqué. Donc derrière, le cycle de vie qu'on va lui donner est important. Si on l'utilise 2 ans ou si on l'utilise 5 ans, c'est pas la même chose. Et cette course à avoir le dernier iPhone, avoir les derniers équipements, c'est vraiment à l'encontre de la sobriété. Donc nous, on demande à ce qu'il puisse y avoir d'abord dans les mises à jour logicielles, qu'on ne puisse faire que les mises à jour qui sont obligatoires. On vous pousse toujours à faire des mises à jour de confort, mais ça consomme de plus en plus de besoins sur votre téléphone, et bien de pouvoir réduire tout cela. Donc autour de ces cycles de vie, le fait d'avoir de la réparabilité et de la modularité, eh bien, ça nous permettra de moins consommer, surtout de moins déporter cette consommation, puisque aujourd'hui, elle est plutôt faite à l'extérieur de nos frontières. Demain, avec notre volonté de réindustrialisation, c'est chez nous que ça va se passer. Et donc, il faut faire face à ces 2 injonctions que nous nous sommes données, la réindustrialisation et la souveraineté, et le fait que ce que ça va nous apporter en termes de demande en ressources, il faut les penser en amont pour ne pas se faire submerger. Et même sans doute un peu partout dans le monde, c'est de l'énergie grise, c'est-à-dire que c'est de l'énergie, la consommation intermédiaire pour fabriquer les produits destinés à l'utilisation finale. Donc, ça rend les choses plus compliquées aussi. Et ça veut dire qu'il faut faire des analyses de cycle de vie, quoi. Alors, vous l'avez vu, hein, il y a eu des projections qui sont faites par RTE, on a eu Négawatt également, l'ADEME font les différents scénarios. Dans tous les scénarios, il faut qu'on puisse réduire notre consommation d'énergie. 350 TWh d'ici à 2035, ce qui fait que c'est quand même important. C'est moins 30% supplémentaire par rapport à 2012. Et les directives européennes vont vers plus, voilà, vers l'accélération. Vous savez, les annonces qui sont données, on a dit il faut qu'on fasse la même chose en 7 ans que ce qu'on a fait sur les 30 dernières années. C'est le mur énergétique dont on parle et qu'il faut sauter. Mais moi, je suis plutôt optimiste. C'est bien, c'est bien. Je le suis, parce qu'on a fait plein de propositions. Il va falloir les infuser. L'objectif n'est pas d'être dans les obligations, la punition, l'interdiction. Ça, c'est pas notre façon de faire. Il y a un certain nombre de propositions qui vont assez loin. Et juste quand vous dites sobriété gouvernée, on se dit, oula, alors comment ça, on va être gouverné comment? Vous dites par exemple, vous proposez aux enfants un apprentissage du numérique, c'est assez ferme, 3, 6, 9, 12, donc c'est carré. Là, vous êtes dans l'éducation des enfants, c'est un tout petit peu différent de la sobriété ou pas? Enfin, vous allez un peu loin. Où vous citez Négawatt qui dit il faudrait quand même arrêter de se séparer dans les couples, hein, quand même, parce que la décohabitation, c'est une demande de logement, il faudrait quand même que les couples restent ensemble. Enfin, il y a un certain nombre de suggestions qui vont peut-être un peu loin dans la gouvernance, disons. On en a même ri, puisque finalement, on était arrivé à une certaine conclusion qu'il fallait arrêter les divorces. Bon, ce ne sera pas pour moi ce sera pas moi qui l'apporterai. Mais effectivement, la question de la décohabitation, on le sait, en 1990, on avait en moyenne 35 mètres carrés habitables par habitant. Aujourd'hui, on est à 47 mètres carrés habitables par habitant et ça continue. Il y a beaucoup de raisons à cela. Le fait qu'il y ait évidemment des familles monoparentales qui dédoublent les logements, mais le fait aussi qu'on vive plus vieux, peut-être seul, dans des logements qui sont trop grands, puisque c'était le logement familial. Ça, c'est un point aussi. On sait qu'il y a les logements vacants aussi. Donc, dans la volonté de réduire notre impact sur les ressources, et en l'occurrence sur le foncier, il faut vraiment se poser la question comment on organise notre société pour que chacun puisse avoir un logement adapté, mais que du coup, on ne soit pas dans la surconsommation parce qu'on n'arrive pas à répondre à tous ces enjeux de société. On va passer aux questions. Mais la sobriété comme l'anti-décroissance. En réalité,
on organise une forme de sobriété qui soit joyeuse et acceptée par nos concitoyens, eh ben, on va continuer notre développement économique. Simplement, on sera sobre. On n'a pas besoin de décroître. Décroître, c'est quand on ne change rien. Alors, en fait, moi, ce que je dis, c'est qu'il va y avoir des secteurs qui vont décroître. Forcément, quand on veut sortir des énergies fossiles, il faut que tout le secteur de la pétrochimie puisse décroître. Ça ne plaît pas à certains, vous vous en doutez, mais effectivement, sortir des véhicules thermiques, ce sera aussi de la décroissance pour un certain secteur. Et puis, il y a tous les secteurs qui vont croître grâce à cela. Quand on fait les gigafactories de batteries, eh bien, on va faire croître tout l'aspect électricité. Et d'ailleurs, dans nos propositions de sobriété, on fait attention de cibler très fortement tout ce qui est issu des énergies fossiles, principalement, un petit peu moins sur l'électricité, puisqu'il y a quand même une volonté d'électrification. Et si on devient trop exigeant sur la question de l'électricité, eh bien, on va freiner l'électrification de nos usages. Donc, on est assez modéré en fonction. Quand bien même, il faut qu'on baisse nos demandes en électricité. On a vu RTE il n'y a pas très longtemps, il me dit qu'il faut qu'on trouve 25 TWh parce qu'on ne sera pas capable de les produire. Donc, il compte aussi sur la sobriété et l'efficacité pour pouvoir trouver cet équilibre. On est à l'équilibre des énergies. Eden, je crois qu'on est au bon endroit. Oui. Avant que nous entrions, j'avais parlé de la publicité qui représente dans le rapport qui met en relation le séchoir électrique et la corde à linge. La corde à linge, quand même, c'est mieux. Et je lui disais, l'Australie, il y a tellement d'électricité solaire en pleine pointe estivale qu'on ne sait pas quoi faire de cette électricité et qu'on dit aux Australiens, si vous pouvez faire marcher votre séchoir électrique plutôt en plein été, dans l'après-midi, ce serait pas mal, ça absorberait l'électricité dont on ne sait pas quoi faire. Et je disais, là, il y a une contradiction. Donc, il va falloir bosser là-dessus. C'est-à-dire que c'est en effet la corde à linge, le soleil, c'est quand même pas mal. Hein. Bon, simplement, si on nous dit qu'il faut prendre le séchoir électrique parce qu'on a trop d'électricité solaire et qu'on a des prix négatifs, comment fait-on? Donc, il y a toute une organisation qui est compliquée, quoi. Bon, enfin, ça, c'était plutôt anecdotique. Je crois que ce n'est pas tout à fait anecdotique parce qu'on parle beaucoup d'effacement quand même. L'effacement quand on a des pics de consommation, mais aussi des moments où on a une surproduction. Et c'est là où on doit être efficace et sobre, c'est de savoir comment adapter justement à nos besoins au moment où on en a besoin. Alors on me dit l'effacement, c'est plutôt de la flexibilité, ce n'est pas de la sobriété. On est dans des débats sémantiques, il y a il n'y a pas de problème, et pourvu que tout ça fonctionne bien ensemble. Moi, je crois qu'il faut éviter le gaspillage, il faut éviter absolument que lorsque nous avons une production, eh bien, qu'elle soit perdue dans la nature parce qu'on en a besoin. On le sait maintenant avec le prix de l'électricité, hein, c'est cher, c'est une denrée qui peut devenir rare. On a eu de la chance en France de ne pas avoir de coupure, ça n'a pas été le cas dans d'autres pays, donc je crois qu'on est plutôt à la pointe de ce pilotage et on peut encore mieux faire. Le signal prix, on aura des discussions dans les semaines et mois à venir sur le prix de l'électricité et comment le marché va se structurer, mais il sera très important pour aussi être incitatif dans la sobriété. On l'a vu cet hiver, parce qu'on a annoncé une augmentation des prix, juste à l'annonce, hein, eh bien, on a réussi à économiser 10 à 12% de notre consommation. C'était un peu le gras, comme j'ai tendance à le dire, c'était le gaspillage. Maintenant, on va rentrer un peu dans le dur de la sobriété, et là, ça va être compliqué. La sobriété, ça consiste à ne pas abuser, même si l'électricité est bon marché et abondante. Ça l'est, bien sûr, mais quand, vous savez, cher Brice, que quand c'est gratuit, eh bien, on a l'impression que c'est à disposition et dans des quantités infinies, malheureusement. Mais il faut réindustrialiser. Et une des conditions de la réindustrialisation, c'est manifestement qu'on ait beaucoup d'électricité décarbonée pas chère. Donc comment fait-on? Vous avez parlé de flexibilité, vous avez bien raison. La flexibilité, ça veut dire qu'il y a C'est ça. Et il y a aussi des entreprises qui sont capables de s'effacer, de ne plus faire appel à des consommations pour pouvoir laisser suffisamment de puissance sur le réseau. Donc c'est cette organisation, c'est cette gouvernance dont on parlait. La gouvernance, c'est pas ça vient d'en haut et ça nous dit que, c'est comment on fait tous ensemble pour s'organiser sur nos besoins en électricité.
Eh ben, excellent. Ça, il y a vraiment matière à beaucoup de questions. Donc, merci beaucoup, Madame la députée. Je donne la parole à Gilles. Il y a sûrement déjà des questions. Et moi, j'en ai une toute première, parce que d'abord, vous l'avez abordé il y a quelques instants avec Brice, vous avez parlé des autres pays, comment ils abordaient la sobriété énergétique. C'est vrai qu'aujourd'hui, en France, c'est rentré dans le langage courant depuis qu'il a été initié. Mais pour vous, quelle est la situation? Est-elle similaire dans les autres pays européens? Dans les autres pays européens, on est encore beaucoup sur l'efficacité et aussi on est beaucoup à faire face au moment de crise. Nous, notre approche, c'est d'avoir une sobriété pérenne. C'est comment est-ce qu'on instaure, même quand on n'est pas en difficulté, même quand on n'a pas d'incitation au niveau du prix ou de la rareté de l'énergie, eh bien, un comportement sobre, parce que ça marche sur l'énergie, mais ça marche aussi sur l'ensemble des autres ressources, l'eau et tous les minerais. Donc, dans les autres pays, ils sont encore plutôt dans une approche de dire l'hiver arrive, on va avoir un problème de production, on met en place des campagnes de communication comme ils ont pu le faire en Allemagne. Et puis, une fois que le pic est passé, ils abandonnent et il n'y a pas des politiques publiques de long terme. Donc là, c'est vraiment du long terme que l'on cherche. Entre information et formation, est-ce que ça démarre dès l'enfance? Ça démarre dès l'école? Évidemment, comme on a pu le faire par le passé sur nos déchets et nos enfants qui ont appris à recycler, eh bien, il faut apprendre aussi qu'on ne laisse pas la lumière allumée. Et ça, c'est très français, un peu européen aussi, parce qu'on a vécu la guerre. Mais moi, je l'ai vu dans d'autres pays comme la Nouvelle-Zélande. Tout le monde laissait tout allumer tout le temps. Et on s'en rend plus compte. C'est des réflexes que nous avons, c'est des comportements que nous avons intégrés parce qu'on nous les a enseignés et on a connu aussi des périodes difficiles. Donc ça, il faut pouvoir les transmettre à nos enfants. Les questions du numérique et du bon usage du numérique, c'est un point important. Et la formation, elle doit aussi se faire tout au long de la vie et nous-mêmes se réapproprier des éléments de formation. Au tout début, quand on a dit il faut baisser le chauffage, eh bien, tout le monde ne comprenait pas forcément le lien entre baisser le chauffage et réduire sa consommation et d'avoir une facture plus basse. Donc, il a fallu rappeler pourquoi, en fait, on avait cette relation de cause à effet. Quand on est un peu technique et un peu ingénieur comme on peut l'être, ça fait sens, mais ça ne fait pas forcément pour tout le monde. Donc, l'information est très importante. La publicité participe à cette information. Nous, on a proposé également dans le groupe de travail sobriété de pouvoir avoir cet affichage environnemental sur toutes les publicités. Les voitures le font sur les électriques, c'est bien, on met le petit panneau A, mais quand elles sont défavorables, évidemment, elles n'apparaissent pas. Donc, l'objectif, c'est d'avoir de l'information à l'ensemble de la population et de conforter aussi notre formation, nos techniciens, nos experts du bâtiment, entre autres, mais aussi dans les transports, pour qu'ils s'approprient cette pensée sobre. Vous avez dans les axes de conclusion sur le bâtiment dégagé trois sujets qui sont des solutions techniques pour arriver à la sobriété, la gestion active des bâtiments, par exemple. En France, on fait le constat que la réduction des consommations d'énergie, depuis 10 ans, ça ne marche pas bien. Et on avait axé la communication essentiellement sur c'est bon pour le consommateur, puisque consommer moins d'énergie, c'est dépenser moins d'argent. Et donc, tout allait bien, en tout cas en termes de concept. L'intérêt microéconomique du consommateur rejoignait l'intérêt macroéconomique de l'État, c'est parfait. Ça ne marche pas bien. Les Anglais, eux, ils sont allés sur l'idée que rénover son logement pour faire des économies d'énergie, ça permettait d'améliorer la qualité de vie, la santé dans le logement, l'hygiène dans le logement, etc. Ça n'a pas bien marché non plus. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez, si vous avez travaillé avec des sociologues par exemple, comme motif susceptible de déclencher l'acte de rénovation et donc de sobriété pour le consommateur? Car même si c'est désirable et qu'il a été formé pour ça, faut-il qu'il en ait quand même envie? Donc oui, effectivement, mettre en avant les co-bénéfices. Et moi, j'ai identifié 4 co-bénéfices, 4 grandes familles de co-bénéfices. La santé environnementale, donc c'est plus confortable, on est moins malade parce qu'on est dans un logement qui est isolé, qui n'est pas humide. On a également l'aspect porte-monnaie économique, et ça, c'est un co-bénéfice direct de la sobriété et de l'efficacité également. On a aussi un point important, c'est l'aspect social et partage. Il y a beaucoup de demandes de justice sociale dans la sobriété. On ne veut pas que ce soit les plus pauvres
qui ont, eux, de la sobriété subie, sur qui doit peser l'effort. Il faut cette sobriété choisie parmi ceux qui sont capables de faire le plus de réduction. Et enfin, j'ai un quatrième où moi, j'estime qu'on a une espèce de gain de temps, et un gain de temps de qualité. Donc, si on en propose du transport et du transport en commun, eh bien, il faut pouvoir démontrer que c'est bien mieux que la voiture et que c'est plus facile. Là où on a un problème, notamment dans le bâtiment, et ce qui nous est remonté, c'est de trouver des entreprises disponibles pour pouvoir le faire. Au niveau notamment du parc social, quand les bailleurs sociaux m'annoncent qu'ils ne peuvent pas faire de rénovation avant 2028, alors que chaque année, j'ai les locataires qui viennent me voir en me disant « Madame, ce n'est pas possible. L'été, il fait trop chaud. L'hiver, il fait trop froid, il fait trop humide. » Eh bien, on n'avance pas assez vite. Et d'ailleurs, quand on s'est engagé à faire 700 000 logements rénovés par an, moi, j'ai compté, ça fait 1600 logements sur ma circonscription. Eh bien, le compte n'y est pas. Donc, il faut structurer les filières derrière qui permettent d'aborder ce sujet. Moi, je crois à l'efficacité énergétique d'un côté, mais elle ne se passera pas sans la sobriété. D'ailleurs, parce qu'on a pu identifier que lorsqu'on consommait moins d'énergie, qu'est-ce qu'on faisait? Il y avait un effet rebond. L'effet rebond, c'est on consomme moins, donc on peut se permettre de consommer plus par un service qui est plus grand. Donc on avait les voitures qui consommaient moins, et on s'est permis de faire des voitures plus grosses, plus lourdes et qui consommaient plus. Donc la lutte contre le rebond, c'est aussi la sobriété versus l'efficacité qui pourrait être, ou la tentation pourrait se dire bon maintenant que je consomme moins, eh bien je vais me créer des besoins de services énergétiques un peu plus développés. Il y avait un livre dans le temps de M. von Weizsäcker qui s'appelait Facteur 5 et qui disait comment est-ce qu'on peut réduire d'un facteur 5 nos consommations. Et sur l'effet rebond, il disait, ben voilà, ma suggestion, c'est qu'on augmente les taxes au fur et à mesure que la consommation diminue, de manière à décourager l'effet rebond. Alors, c'est un peu difficile, hein. Non, alors la question des taxes, c'est compliqué. Moi, j'ai parlé également de tarification progressive. Hein, on parle notamment au niveau de l'eau de se dire les premiers mètres cubes sont les moins chers et à partir du moment où on commence à augmenter, eh bien, ils sont plus chers. Mais ça veut dire qu'il faut prendre un certain nombre de paramètres en compte, notamment les foyers qui ont des familles. Donc, il faut le faire au prorata du nombre de personnes. Il faut remettre le quotient familial dedans. Voilà, donc ça demande des systèmes assez complexes qu'on pourrait être capable de faire. Enfin, je veux dire, on a suffisamment d'outils, de data, de données qui nous permettraient de mettre des modèles avec une tarification qui permettent d'être incitatifs pour rester au juste besoin. Hein. La sobriété, c'est le juste assez, au juste besoin, et de ne pas essayer de ne pas consommer plus que ce qui nous serait nécessaire. Vous avez parlé de sobriété comme quelque chose qui doit réinterroger les besoins, les usages. Comment cela se traduit-il selon vous pour les domaines des transports de longue distance, peut-être en particulier pour tout ce qui est le tourisme? Quelles sont vos propositions dans le domaine? Et puis peut-être aussi, j'aimerais bien rebondir sur le sujet que vous venez d'aborder sur l'effet rebond. En ce qui concerne l'aviation, on sait que les compagnies aériennes renouvellent leur flotte pour consommer moins de kérosène. Et or, le prix du kérosène, c'est 30% d'un prix de billet. Donc, en gagnant le coût du kérosène, ça permet de baisser les prix de billets et donc ça favorise un effet rebond. Et quelles sont vos propositions pour cet effet rebond-là en particulier? Que ce soit aérien ou maritime est évidemment vu. Et donc là, il y a un gros travail plutôt sur les SAF, hein, les Sustainable Alternative Fuel, qui permettent de réduire notre empreinte carbone, mais ce n'est pas encore satisfaisant. En tout cas, moi, ça ne me satisfait pas. Je pense que c'est des solutions de transition jusqu'au moment où on arrive vraiment à avoir des transports qui sont complètement décarbonés. Et je crois qu'on sera capable d'y aller. On a bien réussi de passer de la machine à vapeur qui tournait au charbon à l'électrification totale du train. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas réussir à faire ce bond technologique. Ça a demandé des efforts, ça a demandé de l'investissement, mais il faut le faire. Et puis, on parlait de la publicité tout à l'heure avec mon groupe de travail. On a abordé cette question de cette incitation, de cette désirabilité à prendre des vols pour aller un week-end ici ou là. On a fait une proposition assez forte en disant on interdirait l'affichage d'un prix d'appel.
puisqu'on le sait très bien, le prix qui nous est annoncé, vous pouvez aller à Lisbonne pour 20 €, eh bien c'est incitatif, mais quand on se branche vraiment et qu'on regarde sur les dates à laquelle on peut y aller, à la fin du fin, et qu'on a remis les taxes par-dessus, à la fin du fin, c'est pas du tout ce prix-là. Donc il y a une espèce de mensonge qui crée cette désirabilité et qui donne à certains l'impression que finalement c'est accessible. D'ailleurs, sur la question des jets privés, puisque je travaillais dans les jets privés, on l'a vu, tout le monde pense que c'est inaccessible un jet privé. Je vois arriver sur Twitter des publicités en disant mais finalement, réserver son jet privé, c'est pas si cher que ça. Donc on voit bien en fait qu'il y a, on essaye d'attirer le consommateur et de créer cet effet rebond. On annonce que un secteur est pour l'instant pas très vertueux, on voudrait le rendre vertueux. Eh bien, on a les lobbies et les publicitaires qui vont contrer ce discours. Donc là, sur la question du transport et du transport longue distance, il y a vraiment un changement d'idée, de savoir que quand on l'utilise, c'est plutôt à des fins qui sont nécessaires, on pourrait dire professionnelles, quoique on a aujourd'hui la visioconférence qui peut aussi éviter un certain nombre de déplacements. Et puis au niveau du loisir, eh bien, de le faire comme on a pu le faire pendant la Covid, de dire vous pouvez aussi prendre des congés votre week-end, pas très loin de chez vous. La France regorge de coins magnifiques et parfois on a tendance à penser qu'il faut aller loin pour se dépayser. Eh bien, je pense qu'il faudrait aller dans ce sens-là. Ça, c'est des politiques publiques territoriales. Au moment de la Covid, on avait incité les régions à donner des bons pour aller à proximité. C'est ce que j'appelle la sobriété de gouvernance. On décide aujourd'hui de faire la promotion de son territoire et pas que auprès des touristes internationaux, mais auprès de notre propre population qui doit pouvoir bénéficier de tous ces trésors qui regorgent en France. Je me suis réjouie particulièrement que vous parlez des messages contradictoires. Là, vous avez mentionné la voiture. Je constate la même chose dans l'architecture. En fait, les publications d'architecture montrent souvent des grandes surfaces, des énormes surfaces vitrées, des familles en t-shirt à l'intérieur devant un paysage divers. Voilà, donc ce genre de choses, ou aussi la communication sur des immeubles grande hauteur qui sont soi-disant neutres en gaz à effet de serre et voilà, qui n'est pas vraiment possible si on prend en compte tous les facteurs. Donc, merci pour ce point. J'ai par contre, sur le passeport numérique, je n'ai pas très bien compris en quoi ça mène vers plus de sobriété. Et la question que je me pose quand on parle du numérique comme une voie pour être plus sobre, le tout numérique, ça consomme quand même plus d'électricité. J'ai une troisième remarque par rapport aux surfaces habitables par personne, par habitant. Qu'il ne faut pas oublier qu'on a maintenant une sorte d'évolution vers plus de télétravail. Et donc, ces mètres carrés en plus qu'on économise des fois en bureau, il faut quand même les avoir dans les logements. Parce que dans les logements, comme on les connaît, c'est très difficile de télétravailler. En fait, l'objectif, c'est d'avoir, avec un numéro de série sur un équipement et un terminal, la capacité de suivre sa vie. Et ce serait presque un peu avec une obligation de contrôle technique, par exemple. On l'a bien fait pour la voiture. Lorsqu'on veut faire du réemploi d'équipements numériques pour avoir la confiance du consommateur, eh bien, il faut qu'il ait de l'information et de savoir comment a été utilisé par le passé son équipement. Donc, le passeport permettrait d'avoir une traçabilité, de savoir s'il a eu des pièces remplacées et permettrait également, via un petit contrôle technique et des standards, parce que ça aussi, il faut créer les standards, d'avoir cette information et cette confiance dans l'équipement que nous achetons en seconde main. C'est de développer la filière. Il nous a été donné aussi par les professionnels que la question de la collecte
ces équipements et les filières de collecte n'étaient pas encore bien organisées, alors qu'il y aurait du potentiel, notamment dans tout ce qui est flotte digitale dans les entreprises. Quand une entreprise décide de changer totalement son parc, eh bien, il pourrait être remis à disposition. Et donc ça, c'est pas suffisamment développé. Des entreprises comme Back Market nous ont signalé cela et ils ont une demande de cette question du passeport numérique pour pouvoir l'accompagner. La dernière question, c'était sur les surfaces habitat et le télétravail. Voilà. Alors, effectivement, moi, je l'avais signalé au moment du congrès de l'Association des maires de France, en disant on était en plein Covid, télétravail, et en fait, de signaler qu'il y allait avoir forcément une demande de quelques mètres carrés habitables en plus lorsqu'on on cherchait un logement. Pas forcément un bureau complètement, parce que tout le monde ne peut pas se le permettre, mais 1 ou 2 mètres carrés où on va pouvoir installer son poste de travail à la maison. Donc, ça veut dire plus de foncier. Il faudrait pouvoir évaluer ce que ça a eu comme implication. Or, aujourd'hui, on a la loi ZAN, zéro artificialisation nette des sols, qui nous arrive, qui est en train d'être mise en œuvre pour justement préserver le foncier et les espaces naturels, tout en ayant quelques dérogations, puisqu'on a encore cette obligation d'industrialiser. Donc, il faut trouver les justes équilibres entre eux. Mais cette loi pour limiter le foncier vient interférer finalement avec le fait que, eh bien, on a toujours besoin de plus de mètres carrés, que ce soit légitime ou parce qu'on a l'impression qu'il faut une surface plus importante. D'ailleurs, on avait commencé à travailler sur combien de mètres carrés serait suffisant pour une personne seule, puis pour un couple, puis pour une famille, pour pouvoir organiser cela, et que d'ailleurs dans le parc social, la fluidité de la réattribution des logements et le fait de pouvoir proposer à quelqu'un dont les enfants sont déjà partis et sont grands, de pouvoir les remettre dans un logement plus adapté est une vraie question, parce qu'aujourd'hui on est très attaché à son logement, et que d'ailleurs on a un parcours résidentiel très figé. On attend d'avoir sa maison familiale, et une fois qu'on l'a, c'est pour toute la vie, alors qu'il faudrait pouvoir acquérir un petit logement quand on est jeune et qu'on se lance dans la vie, et puis adapter sa surface habitable à nos besoins tout au long de sa vie. Tout le monde a vu sur son ordinateur, sur Zoom ou sur autre, le type extrêmement sérieux qui représente une institution internationale, et puis le petit bébé qui rentre tout d'un coup déranger le type pendant qu'il parle. C'est assez frappant, quoi. Ça, c'est la joie du télétravail. On n'a pas encore tout à fait des études qui disent, mais il y a quand même, on se dit que le télétravail va dans le sens de la sobriété. C'est moins de transport sur les routes au quotidien, et puis le transport du quotidien de courte distance pèse quand même beaucoup dans la consommation des carburants, et puis le fait d'avoir des grandes surfaces à organiser. Par contre, c'est vrai que ça reporte sur le particulier la nécessité d'avoir de l'espace, d'avoir parfois ses propres outils. Moi, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas déjà une allocation qui est faite à l'employé qui décide de rester chez lui, parce qu'il va utiliser sa connexion Internet, il va utiliser en général son propre équipement, sauf si c'est instauré avec l'entreprise, et puis il va chauffer sa maison plus longtemps. En général, quand on est un peu organisé à la maison, on réduit la température pendant la journée quand on n'est pas là, et puis on la remonte sur les heures où on est présent, et là ça oblige une présence. Plus quand on est en télétravail devant son appareil numérique, on est statique. Et donc, on se rend bien compte que la consigne de 19 degrés, elle n'est pas si confortable que ça à la maison quand on est statique. Elle va bien quand on est en mouvement, mais là, beaucoup, ça réinterroge ces consignes assez strictes. Comme quoi, c'est un objectif. Si on a le ZAN et qu'on a besoin des mètres carrés, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va monter en hauteur. Il va falloir densifier. Je ne sais pas, il y a une question comme ça pour l'architecture. Moi, je signale juste le problème des oiseaux avec les surfaces vitrées. Beaucoup d'oiseaux meurent parce qu'ils ne voient pas la vitre, quoi, hein, donc il y a toute une histoire à faire. Quel regard portez-vous sur le plan de la sobriété initié pour répondre aux conséquences de la guerre en Ukraine? Pensez-vous que les baisses d'énergie seront pérennes? Première partie.
Deuxième partie, encore d'actualité, le PLF 24 vient d'être présenté au Conseil des ministres et voté par le 39-40. Qu'attendez-vous de ce texte sur la sobriété énergétique? Le PLF n'est pas encore voté. Il a été déposé. En fait, c'est la loi de programmation des finances publiques qui a été mis donc, c'est une loi de programmation sur le long terme. D'ailleurs, ce n'est pas considéré comme étant un texte budgétaire. Mais donc, le PLF va bien arriver. J'ai mon collaborateur qui est ici et qui m'accompagne, Loïc, sur toutes les questions de sobriété. On va être au taquet pour identifier les points où on pourrait consolider les points de sobriété. Donc là, on va avoir une activité législative, quand bien même la sobriété passe peu par le législatif. C'est plutôt du réglementaire. Si on devait baisser la vitesse à 110 km/h, ce serait du réglementaire, ça ne passerait pas par du législatif. La garantie de 5 ans, il faudrait qu'on voit, c'est législatif. Donc là, on pourrait impacter sur ça, la garantie de 5 ans des terminaux numériques qui nous permettrait d'avoir un cycle de vie plus long. Et puis sur les plans de sobriété, moi je suis enthousiaste sur les plans de sobriété. Ils nous ont d'abord permis de baisser notre consommation de 10%. Et l'objectif, c'était d'ici 2024, on a réussi à le faire en 6 mois. Donc je crois que c'est important de saluer ce plan de sobriété. Il a été remonté aussi que les instructions étaient très claires. Alors oui, parfois elles pouvaient paraître basiques, mais c'est les gestes simples, très compréhensifs, qui ont pu être appliqués. Et ça vient lutter contre notre problème de contradiction et de frein. C'est d'avoir des consignes très claires. Il faut les expliquer pourquoi ces consignes existent. Et une fois qu'on a pu comprendre pourquoi on les prend, eh bien, on ne se pose plus la question et on les applique. Donc, la pollution lumineuse sur laquelle on peut lutter, notamment pour la biodiversité, eh bien, elle a aussi ce bénéfice de pouvoir réduire notre consommation. Et d'ailleurs, tout récemment, on avait des initiatives comme La Nuit est belle, où les collectivités, chez moi à Genève, éteignaient les lumières pour profiter de cela. La pérennisation, c'est là où on va avoir le plus gros travail, par les propositions qu'on a pu faire, et puis par les engagements qu'on va prendre au niveau de la loi de programmation énergie-climat. Et ça, c'est dans ce cadre-là que les travaux sont menés, d'un point de vue de production, mais d'un point de vue de la réduction de la consommation énergétique. Alors, la question qui se pose encore au niveau du gouvernement, c'est à quel curseur la loi de programmation va-t-elle être? Est-ce qu'on va être simplement sur un niveau macro en disant, eh bien, tout le service public doit baisser sa consommation de 1,9% chaque année, puisque ça découle d'une directive d'efficacité énergétique, une directive européenne. Et d'ailleurs, de cette directive européenne, il y a plusieurs évolutions qui font qu'on a un changement de paradigme. Avant, on était sur des obligations de moyens. On vous disait, il faut rénover votre logement, il faut améliorer ci ou ça. Aujourd'hui, on passe sur des obligations de résultats et on donne vraiment des chiffres qu'il faut aller pour réussir à atteindre. Et ça change beaucoup parce que ça va demander de l'évaluation et du monitoring pour voir si derrière, on a bien atteint les résultats qui sont donnés. Donc, la pérennisation, elle va être dans ce sens-là. C'est de se donner des jalons à 2030, à 2050, et on a même proposé qu'à 2040, on puisse faire un point d'étape pour savoir si on est sur la bonne trajectoire. Et l'impact de la guerre en Ukraine? L'impact de la guerre en Ukraine, ça a été un déclencheur, évidemment. Ça nous a fait prendre conscience, qu'il fallait peut-être pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc, le gaz, on en avait évidemment une grosse dépendance, mais qu'on ne pouvait pas faire sans pour le moment. Moi, je voulais sortir absolument du gaz. Aujourd'hui, j'ai un peu plus mitigé mon discours en disant on va passer par le biogaz. Par contre, il faut donner des moyens pour développer les méthaniseurs. La guerre en Ukraine, ça nous a ramené presque un peu violemment dans la figure que d'abord le monde n'est pas si stable que ça et que c'est à nos portes et que ça remet
en question ce qu'on pensait être acquis. L'énergie nous était acquise, on en était les maîtres même de l'énergie, elle nous coûtait rien, elle nous permettait de faire tout ce qu'on avait besoin et cette guerre nous a rappelé cela. Et juste avant, on avait cette crise sanitaire. On pensait avoir combattu les épidémies et qu'est-ce qui se passe? On a une pandémie mondiale qui nous arrive sur la figure. Donc, les trois menaces de l'humanité qu'on pensait avoir complètement maîtrisées, les conflits, les guerres, les pandémies et la famine, eh bien, en fait, on se rend compte on est bien peu. Et quand on voit L'apocalypse. c'est ça, et quand on voit le dérèglement climatique qui nous arrive, on ne veut pas tomber dans l'éco-anxiété, donc il faut rester dans l'action, mais il faut être tout à fait conscient des besoins et d'adaptation et de réduction tant qu'on peut le faire. Je voudrais rebondir sur 2-3 questions sur comment rendre efficaces les politiques pour concilier sobriété et efficacité. Et je prendrai le cas des transports publics urbains sur, effectivement, pour réduire l'autosolisme et cet arbitrage entre la réglementation européenne qui devrait arriver sur le 100% bus électrique 2030 et en même temps sur une collectivité, il peut être plus efficace finalement d'avoir plutôt qu'un bus sur une ligne Euro 6, 2-3 bus Euro 6 pour augmenter l'offre et effectivement laisser la voiture au parking, plutôt qu'acheter un bus qui coûte 2-3 fois plus cher et qui va nécessiter des surfaces de parking plus importantes en termes de réglementation. Donc, on revient télescoper le ZAN. Donc, d'un point de vue politique, comment arriver pour accélérer cette décarbonation, à concilier tout cela et envoyer des signaux forts aux différents acteurs, privés et publics, pour faire des choix et investir dans cette décarbonation? Le premier point qui me vient à l'esprit, c'est la confiance. C'est la confiance dans les acteurs locaux, les acteurs publics, mais aussi privés, de connaître le terrain. Et à partir du moment où on a passé cet accord tacite entre nous, de nous dire on veut plus de sobriété, et bien que l'organisation peut différer d'un territoire à l'autre. Ça, il faut vraiment pouvoir le mettre en œuvre. En revanche, ça demande de la compétence et de l'ingénierie. Et moi, ce que je demanderais à l'État, c'est des accompagnements, une mise à disposition. Quand on a une métropole comme la métropole de Dijon, ils ont la capacité d'intégrer en interne ces compétences. Ça pose pas de souci. Il suffit d'avoir une politique volontaire et ils arrivent à identifier. Je saurais même pas vous dire en fait le choix entre ce que vous avez proposé, un bus ou plusieurs bus. C'est à l'organisation locale de pouvoir l'identifier. Et je pense qu'il ne faut pas arrêter une gouvernance plutôt qu'une autre. En revanche, de s'assurer que les collectivités, surtout les petites communes, aient à disposition des guichets comme le guichet France Rénov qui permettent d'accompagner dans les choix particuliers à une situation donnée, ça, elle est importante. Donc, ce ne sera pas tout piloté de l'État. Et c'est pour ça que je vous disais aussi qu'au niveau des lois, on va peut-être rester sur quelque chose d'assez macro. En revanche, il faut donner l'impulsion jusque dans les territoires. Le ministre Béchu nous disait il y a encore 2 jours qu'il faudrait territorialiser les émissions carbone pour que chaque territoire puisse s'emparer de ce que ça lui coûte et des efforts qu'il a lui-même à faire. Donc, on reste sur une gouvernance et collective et territorialisée. Pour réussir ce changement, il faut que tout le monde mette la main à la pâte. Et moi, je suis là justement pour aller donner la bonne parole. Je voulais exprimer peut-être quelques réserves sur le mot sobriété, parce qu'il me semble que la sobriété pérenne, elle est compliquée à expliquer à nos concitoyens. Ils voient bien qu'on parle de sobriété en fait quand il y a pénurie. Et donc, la pénurie, c'est quand même punitif. Et je ne suis pas sûr non plus qu'il y ait un motif à la séparer de l'efficacité pour le grand public, en fait. C'est trop sophistiqué comme démarche de vouloir faire la part des deux. Et quand on parle en fait de sobriété au sens du GIEC, il y a toujours l'idée des limites planétaires. Et ils ont raison. On ne va pas faire de la sobriété pour la sobriété en disant c'est vital, etc. Non, il faut qu'il y ait un objectif. Et je pense que vous l'avez dit, pour l'électricité, on est complètement schizophrène, puisque d'un côté, il faut utiliser l'électricité pour se débarrasser des énergies fossiles, et de l'autre, il faut être sobre. Sous-entendu, c'est un péché de consommer de l'électricité. Donc, je pense qu'il y a une limite délicate à trouver pour que
parce que sinon, on participe du complotisme anti-élite, etc., qui veut fixer aux pauvres des méthodes de consommation, etc. Et je pense qu'il faut bien voir aussi que il y a un problème de gestion de la production. Quand RTE dit il nous manque 25 TWh, c'est eux qui ont fait l'erreur. Ce n'est pas les consommateurs qui consomment mal. C'est qu'il y a un défaut de production. Donc, il faut l'assumer. C'est pas de dire ah oui, il faut être sobre parce que vous êtes irresponsable en consommant trop, etc. Même pour aller à la campagne avec sa voiture. Je suis désolé, mais même si c'est de l'énergie fossile et donc il y a un motif. Mais il faut voir tous les publics ne sont pas concernés de la même façon. Dans votre discours, vous parlez assez peu de l'Europe et même du monde, parce que les émissions carbone, c'est monde. Et je vais donner un exemple dans une réflexion qui a été faite. On parle de réduire le transport aérien, mais il vient d'y avoir un tremblement de terre au Maroc. Et le message, c'est surtout continuez à aller au Maroc, allez-y, allez à Marrakech, parce qu'ils ont besoin de ça pour vivre, ce qui est une réalité. Je connais des Marocains, ils ont besoin de ça pour vivre. Comment est-ce qu'on fait pour concilier toutes ces instances, je dirais, contradictoires? Et il y en a une autre dans ce que vous avez dit que je trouve contradictoire, c'est que vous nous dites la taille des logements en France, c'était 35 mètres carrés par personne en 1990 et c'est 45 ou 47, je ne sais plus aujourd'hui. Or, on nous dit qu'on manque de 1,5 million ou 2 millions de logements en France et qu'on n'en produit pas assez, ce qui voudrait dire que les gens vivent de manière de plus en plus serrée. Donc, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Tout le monde n'est pas dans la rue. C'est tout à fait concret. La question de la justice sociale, elle est au cœur de la sobriété, évidemment. Et là, la question n'est pas des injonctions. Moi, je vous apporte des chiffres, il nous faut 25 TWh. Je ne vais pas aller le dire à mes concitoyens dans ma circonscription. Ça ne leur parlera pas, la quantification. Donc là, on est vraiment sur du très technique, très objectif, RTE, qui d'ailleurs ne produit pas d'énergie. Eux, ils sont simplement... ils acheminent, voilà, ils acheminent, ils disent bon bah nous on a tant de production et puis on a tant de consommation et puis bah on vous le dit ça va pas jouer en 2035. Donc vous les gouvernants vous avez à trouver une solution. Donc l'objectif n'est pas de culpabiliser du tout. Mais il faut qu'on trouve des solutions qui permettent, là où on le peut, de baisser d'un côté et quand on le peut, évidemment, d'augmenter la production et idéalement la production d'énergie propre et d'énergie verte. Donc ça, c'est les deux points. Donc il n'y a pas de question de culpabilisation. Si on voulait culpabiliser, on interdirait tout de suite et on dirait c'est la catastrophe, on ne va jamais y arriver. Ça, pour moi, c'est d'autres formations politiques beaucoup plus extrémistes et auxquelles nous nous identifions pas. D'ailleurs, on est en train de développer une écologie de gouvernement avec une approche incitative. Mais effectivement, quand on prend du retard, eh bien, on va être de plus en plus pressant sur l'atteinte de ces objectifs. Et puis, de décorréler la sobriété et l'efficacité, je pense que c'est important. Parce que l'efficacité, elle a trait au système. Je vais prendre un exemple tout simple, c'est les frigos. Aujourd'hui, on fait des frigos de plus en plus efficaces. Si on s'arrêtait qu'à l'efficacité, on dirait, bon, on est sur le bon chemin, on ne se pose pas la question. Oui, mais la personne qui a sa maison, elle a son frigo, il a 10 ans, il fonctionne encore plutôt pas mal, mais il sait qu'en fait, il consomme quand même beaucoup. Sa question, ça va être, est-ce que je le change avant qu'il ait vraiment atteint sa fin de vie ou est-ce que je le garde quand même parce que je n'ai pas trop les moyens de le changer et puis que finalement, je m'en accommode bien. Et là, si on n'a pas cette discussion entre nous, de savoir en fait comment accompagner ces personnes, ils ne seront pas capables de se dire, même moi, je n'ai pas la réponse encore aujourd'hui, de savoir en fait comment il peut s'appliquer la sobriété. Pour cette personne-là, la sobriété, ce sera de faire vivre plus longtemps son frigo parce que comme on l'a dit tout à l'heure, le cycle de vie d'un équipement a un impact puisque quand il faut le fabriquer, eh bien, il y a de la consommation de ressources et d'énergie. Et puis pour quelqu'un d'autre, il va dire, bon, bah, mon frigo, moi, j'ai les moyens de le changer, je voudrais consommer moins. Par contre, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'envoie mon ancien frigo à du réemploi et que ça peut servir à quelqu'un d'autre? Et donc, c'est la question aussi du renouvellement des flottes de voitures et du parc thermique. Sauf que le parc thermique, on a aussi des solutions de rétrofit. Donc, on peut installer des solutions d'électrification directement sur des voitures. Et ça, c'est une question de sobriété aussi. Ça permet de faire perdurer un équipement tout en évitant construire un autre.
d'autres, mais en étant plus sobre et plus efficace. Donc, je trouve que la question du frigo, elle est assez intéressante parce que ça touche toutes les classes de la population. Donc, pas de culpabilisation, évidemment, mais des discussions comme on peut en avoir là. Et plus ce sera dans le débat public, et mieux ce sera. Et d'ailleurs, j'aimerais faire une annonce que j'ai oublié de vous dire. Là, le gouvernement vient de lancer un outil d'expression et participation démocratique. Ça s'appelle Agora. C'est une application qui vient de sortir ce matin et qui permet de participer à des consultations et voire même à donner son avis. Et on a de la chance, c'est que dans les 3 premières consultations qui sont envoyées, la sobriété y est. Donc, je vous invite aussi à trouver à vos tablettes. à trouver. Non, pas trop de consommation numérique, attention. Hein. Donc l'application, c'est Agora Citoyen et donc on peut aller participer. Je vous inviterai à répondre aussi pour donner votre avis sur la sobriété. Et ensuite, sur le logement et les contradictions. Oui, vous avez raison. En fait, on a des gens qui sont de plus en plus mal logés, donc en termes de surface, mais aussi en termes de confort et d'isolation. Et puis derrière, on dit on est en train d'exploser notre consommation de foncier pour le logement. Et ben, c'est ce type de contradiction qu'il faut poser pour nous, mais qu'il faut faire attention en termes de communication, de ne pas culpabiliser les gens en disant vous consommez trop de foncier, parce que lorsqu'on a une famille de 4 personnes dans un 50 mètres carrés, bah, c'est quand même pas simple la vie. Surtout quand on a des enfants en bas âge, avec de la puériculture, croyez-moi, quand on passe par ces phases-là, eh bien, ça ne permet pas de contribuer à la paix des ménages et à l'impression qu'en fait, on vend du confort de vie. Donc oui, il faut être très vigilant, identifier les causes. Les premières causes, c'est les logements vacants. Les causes aussi, il y a les questions de résidence secondaire, le Airbnb également, qui fait que en fait aujourd'hui, l'usage d'un logement n'est pas fait à temps complet comme il le devrait. Et d'ailleurs, c'est le cas aussi du transport et de la voiture individuelle. La voiture individuelle, elle est utilisée à 7% sur les routes. 93%, c'est du parking. Donc, c'est de la consommation de foncier pour pouvoir la garer. Donc, les questions de partage d'espace, d'usage de services plutôt que de possession de biens, c'est un point important qu'il faut adresser. Je me souviens, dans le temps à Paris et dans la région parisienne, on construisait des toboggans pour les voitures. Alors, on trouvait ça très moche, les toboggans. Et un écologiste célèbre de l'époque répondait, c'est très bien parce que c'est démontable. C'est anecdotique. Mais vous savez, ce qui est démontable, c'est quand même pas mal si on veut conserver du foncier. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent être démontables. Même dans le Sénat, il y a une énorme structure démontable. Et d'ailleurs, les sénateurs n'avaient pas pensé à ce qu'ils allaient en faire après avoir été démontés. On leur a fait signaler équilibre des énergies, est allé leur dire, et qu'est-ce que vous faites après de votre bâtiment? Ce sujet de la sobriété, c'est du concret. Dans votre circonscription, pouvez-vous nous donner quelques idées que vous avez reprises et qui vous semblent intéressantes et qui ont eu des résultats? Alors, dans la circonscription, mais sur nos territoires, oui, on va mettre en avant toutes les initiatives. Quand je dis qu'il faut se faire confiance, c'est ces initiatives. Par exemple, c'est toutes les voitures mises à disposition en autopartage. Ça, c'est important. Et d'ailleurs, quand on voit la commune qui l'a fait, elle a fait un choix d'avoir une voiture en thermique, une voiture en électrique. Alors, on aurait pu dire qu'il aurait fallu aller tout de suite sur de l'électrique, montrer le bon exemple. Sauf que si on veut pouvoir accompagner la pratique de l'autopartage, c'est-à-dire de ne plus avoir de véhicule chez soi, mais de se dire quand on en a besoin, ou notamment quand on a besoin d'une voiture plus grande, eh bien, on va la louer ou on va prendre la voiture en autopartage. Il ne faut pas avoir l'autre frein de se dire, ah bah oui, mais j'ai jamais pris une électrique, je ne sais pas où est-ce qu'il faut que j'aille la brancher. Donc, ces choix-là doivent pouvoir accompagner et c'est des comportements de sobriété. Certains vont dire, bon, bah, moi, je vais aller vers l'autopartage, par contre, je reste sur du thermique parce que je suis plus confortable. Et il y en a d'autres qui vont dire, bon, bah, moi, j'ai déjà l'habitude de l'électrique, je vais prendre ma voiture en autopartage en électrique. Et puis, certains vont se dire, bah, j'ai pas d'électrique chez moi, mais je vais essayer avec mon autopartage en électrique, ça va me permettre de voir bah, est-ce que je peux aller voir ma famille à 200 km, est-ce que ça me permet de faire l'aller-retour, est-ce que c'est facile ou pas. Donc, toutes ces initiatives d'accompagnement de la part des collectivités territoriales et des élus, elles sont importantes sur le transport. Et donc, toute
toute idée créative et ingénieuse, je crois, est bonne à prendre. Il faut partager les bonnes pratiques. Et peut-être un jour, on aura un salon de la sobriété où on pourra mélanger toutes les bonnes pratiques du terrain. Moi, ça me plairait beaucoup. Et donc, de pouvoir démontrer qu'on est là. La question de l'eau, on sort un petit peu des énergies, mais la question de l'eau est importante. La chasse aux fuites d'eau est un point important qui permettrait d'être efficace ou sobre, mais en tout cas de sensibiliser les gens sur le fait qu'on a une ressource rare et sur laquelle il faut pouvoir faire attention collectivement. Le secteur de l'eau consomme beaucoup d'énergie, Madame la députée. Il y a donc un nexus, comme on dit. En plus. À vous écouter, on voit quand même que dans cette politique, il y a un niveau de contradiction sur pratiquement tous les sujets. Et le bien est souvent l'ennemi du bien. Aujourd'hui, un élu local est confronté à un nombre d'administrations, on l'a évoqué tout à l'heure, qui est phénoménal, qui ont des objectifs un peu différents, voire contradictoires. Et face aux défis climatiques, la réaction d'un maire, c'est soit j'y vais et je passe tout mon temps à essayer de régler les problèmes de contradiction entre les objectifs des différentes administrations, ou je ne fais rien. Je crains que la deuxième solution soit utilisée par beaucoup de mes confrères. Et gouverner, c'est choisir. Ça veut dire qu'il faut faire des choix. Parfois, ils sont contestables, ils seront contestés. Et en tant qu'élu, vous le savez, on est pris à partie régulièrement sur les réseaux sociaux. Je crois que ce n'est pas le bon moyen d'abandonner. Il faut faire suivant ses convictions, mais il faut voir qu'on est dans un monde complexe. Et donc, ça demande aussi à nos élus d'essayer de comprendre ce monde complexe lorsqu'il y a des choix à faire, d'être bien entourés pour avoir les orientations. Et une fois que le choix est fait, de pouvoir l'assumer jusqu'au bout. Parce que je pense que de reculer, c'est ce qu'il peut y avoir de pire. Et l'inaction, quand on n'avance pas, eh bien, on recule. Donc, l'inaction n'est pas ce qu'il faut faire. Mais la question demande, et je reviens au partage des bonnes pratiques, la question demande à ce que nous soyons solidaires les uns des autres, que nous fassions part de nos avancées. Et je crois qu'on peut y arriver tous ensemble comme cela. J'ai une question qui porte sur les intelligences artificielles qui se développent dans l'ensemble des process, que ce soit tertiaire ou industriel, également dans les usages. Elles reposent actuellement sur les données massives, le big data, qui sont extrêmement énergivores. Et je souhaiterais savoir quelles sont les propositions qui peuvent être faites pour développer des IA frugales, moins consommatrices de données. Ça existait dans les années 60, par exemple, de façon à ce qu'on puisse baisser l'empreinte énergétique de ce secteur d'activité. On fonctionne comme ça aujourd'hui. Comme on a des modèles mathématiques qui commencent à dater du début du siècle dernier, eh bien, on vient compenser par le big data et par la manière empirique, c'est-à-dire de confronter nos modèles à suffisamment de données pour pouvoir être au plus proche de ce qui est. Donc là, je crois que si on veut pas contrer le big data, mais de se dire qu'il faut modérer ce big data, il faut qu'on ait des modèles mathématiques beaucoup plus puissants. Et ça demande de la recherche et ça demande d'avancer sur ces sujets-là. Par exemple, sur ma circonscription, j'ai le CERN, le Centre d'études de recherche nucléaire. Il y a un projet en cours pour la faisabilité d'un grand collisionneur pour justement augmenter de la recherche atomique et développer des modèles plus puissants. Ça peut permettre de venir compléter la big data, quand bien même quand on a une ressource à profusion, et en général, là en l'occurrence la donnée, eh bien on a tendance à en vouloir toujours plus. Et puis j'en reviens à mes histoires de terminaux. Pour l'instant, les données nous disent que l'usage de ces données, les emails, les vidéos ne sont pas forcément ce qui consomme le plus, et que c'est plutôt en fait les terminaux en eux-mêmes qui sont les plus consommateurs. Je modérerais parce qu'on a quand même proposé de participer à la journée du Clean Up Day, par exemple, qui incite tout le monde à vider un peu ses emails, éviter le stockage et être un peu plus sobre dans l'usage de notre numérique. Mais c'est vrai que là, je
je pense qu'il faut avoir une réflexion. L'éco-conception, que ce soit sur nos équipements physiques, mais que ce soit aussi sur la partie logicielle, web et développement de nos réseaux, elle est importante. Et d'ailleurs, c'est là où on doit venir sur nos jeunes qui sont en formation dans les écoles. Parce que dans les écoles, ils nous disent tous qu'ils veulent faire de l'écologie, mais qu'est-ce qu'ils enseignent? HEC, est-ce que leur enseignement marketing va dans le sens de la sobriété? Je ne crois pas. Dans les écoles d'ingénieurs, c'est un peu plus le cas, puisqu'il y a une orientation beaucoup plus tournée aujourd'hui vers des solutions écologiques. Les jeunes, en plus, veulent du sens au travail qu'ils vont mettre, qu'ils vont donner, à l'entreprise à laquelle ils vont donner leur temps. Donc, de mettre des politiques de sobriété dans la formation, elle est importante. Et au sein des entreprises, le RSE doit intégrer cette sobriété. Vous savez qu'au niveau des CSE, donc des comités socio-économiques au sein des entreprises, il y a des commissions obligatoires, notamment le logement et autres. Et la commission environnement, elle est facultative. Donc, on a fait une proposition pour la rendre obligatoire et on se rend compte qu'il y a un vrai blocage du patronat là-dessus. Pourtant, je crois que les employés seraient très volontaires de participer à la politique environnementale de leur entreprise, et moi, je l'encouragerais. Et je pourrais même ajouter que dans beaucoup de fiches décrivant les postes d'ingénieurs produits, on ne parle jamais des déchets. Qu'est-ce que votre produit devient après usage? On ne leur demande pas. Donc là aussi, il y a un effort à faire. La question du travail du cycle de vie depuis sa production jusqu'à sa destruction, elle est importante. Et notre société n'a jamais pensé à cela. On crée des choses, mais on ne pense jamais à la fin. Typiquement, on a eu des vaccins qui ont été développés. On est sur le cadre du médical, mais on a développé des vaccins. On ne s'est jamais posé la question que quand on n'en aura plus besoin, quand la maladie sera complètement éradiquée. Il faut savoir prendre aussi une décision de dire on arrête de vacciner de manière automatique à partir du moment où la maladie est éradiquée, quand bien même des fois elle peut revenir. Et sur tous nos systèmes, c'est comme ça. Quand on commence à créer un système, il faudrait d'ores et déjà penser à la fin. C'est la même chose. Quand on achète un bien, il faut penser à la revente. Je crois qu'il faut boucler la boucle et on aura, de par cette bonne pratique, un comportement beaucoup plus sobre. J'aurais une question sur le pilotage. On est en train de promouvoir le pilotage, que ce soit le pilotage des bâtiments, le pilotage des véhicules électriques, etc. Mais on n'est pas en train de garantir le pilotage afin de constituer ces 25 TWh de RTE. Est-ce que ça ne serait pas intéressant d'inciter les gens à piloter par des incitations fiscales parce que les 25 TWh, ça représente une valeur économique. Et donc, si une personne, par exemple, elle recharge son véhicule pendant des heures bien déterminées, ça serait intéressant qu'il reçoive une incitation fiscale pour son action. Évidemment, quand on dit qu'on peut avoir une rétribution monétaire, ça peut être intéressant. Aujourd'hui, on a quand même du réglementaire qui incite au niveau des professionnels à avoir une gestion technique des bâtiments. Et la gestion technique des bâtiments vient avec un système efficace qui soit installé, mais avec également une obligation d'avoir quelqu'un en face qui soit capable de le faire. Donc pour l'instant, la question de l'incitation fiscale, la finance verte est un point qui est regardé. Le problème, c'est qu'on a aussi cette contradiction où on a un budget aujourd'hui et les finances de l'État sur lequel il faut être très, très attentif. Donc tout ce qui est réduction de taxation à regarder de manière très proche. On a un sujet particulier qui est notamment le GNR, le gasoil non routier, qui pose question, puisqu'en fait, on est en train d'envoyer un signal contradictoire en facilitant la taxation sur des énergies fossiles alors qu'on veut en sortir. Mais en face, on sait qu'on a tout un secteur qui est le secteur agricole et paysagiste et de chantier qui peuvent pâtir. Donc, il faut trouver des trajectoires de sortie et d'entente vers cela. On sait qu'ils ne peuvent pas changer leur flotte du jour au lendemain. Quand bien même, il y a des solutions de rétrofit, donc on pourrait également ajuster cette fiscalité avec des incitations au rétrofit et qui peuvent être données.
Donc oui, le juste équilibre est toujours un peu compliqué. On voudrait pouvoir être incitatif fiscalement pour tout le monde, mais malheureusement, on a toujours Bercy qui nous rappelle à l'ordre. Et si vous êtes intéressé à suivre les débats dans le budget, je crois que ce sera quelque chose qui montrera toute l'ampleur de cette contradiction que nous avons en France. Un sujet qui est assez peu abordé, c'est celui de la sobriété d'été, avec des solutions qui sont efficaces et connues de tous, pour en citer quelques-unes, les volets, les stores, les brasseurs d'air, qui permettent de réduire ou d'éviter l'usage de la climatisation, ou tout simplement de ne pas vivre dans une bouilloire thermique, comme le dit la Fondation Abbé Pierre. Ces solutions-là, elles sont à l'heure actuelle pas éligibles aux incitations financières, mais après MaPrimeRénov', les certificats d'économie d'énergie, elles ne rentrent pas en compte dans le DPE. Vous parliez du pilotage, elles ne rentrent pas non plus en compte dans le décret BACS, puisqu'elles ne font pas partie du système technique du bâtiment. Je voulais avoir votre vision sur le sujet. Est-ce qu'il y a des propositions ou des évolutions en la matière? Merci. Ma question, en fait, c'est sur le rapport de la Creux qui vient de sortir sur le pilotage dans le bâtiment. Il montre qu'il n'y a que 6% des bâtiments qui sont pilotés. Et parmi ces 6%, au moins la moitié des systèmes sont HS. Donc nous, on a des systèmes plus modestes et plus sobres, qui ne veulent pas centraliser. La question, c'est comment est-ce que vous voyez l'évolution du pilotage? Le confort d'été, et il faut le prendre en compte. Ça n'intègre pas les C2E, hein, c'est ça. Donc ça veut dire qu'en fait, on ne considère pas le confort d'été comme un moyen de gérer la température. Ce qui est bien dommage, ça a été remonté, c'est identifié. Mais le problème, c'est que comme la réalité fait que les pics de consommation arrivent en hiver en général, eh bien c'est plutôt sur le chauffage qu'on va regarder. Et puis finalement, en plein été, c'est pas bien grave. Sauf que si on veut éviter les erreurs du passé, il faudrait peut-être anticiper cette tendance grandissante à climatiser tous nos secteurs, la façon dont nous utilisons la climatisation et toutes les solutions alternatives de toitures végétalisées, de géothermie qui permettent aussi de refroidir pour éviter de climatiser, puisque la climatisation, ça consomme de l'énergie, ça rejette du chaud, alors que si on climatise en général, c'est parce qu'il y a de la chaleur. Et ça, c'est un point très, très important à venir. On n'a pas encore le problème vraiment qui nous touche, puisqu'on n'a pas de problème de consommation d'électrique sur ces périodes-là, mais c'est un vrai sujet. Et ça, on va pouvoir le passer. L'été nous a montré qu'il y a eu des périodes un peu chaudes, mais finalement pas tant que ça, donc ça ne nous a pas tellement inquiétés. On était plutôt sur la question hydrique aussi, mais je crois que sur ces questions de confort d'été, on compte sur Somfy pour pouvoir faire valoir le sujet et démontrer toute sa capacité, voire même en plus développer des systèmes de capacité d'emmagasiner la chaleur pendant l'été, de s'en protéger et de l'emmagasiner pour pouvoir la ressortir ensuite. Et concernant l'éclairage, effectivement, ça peut paraître un peu plus facile. On parlait tout à l'heure des initiatives locales intéressantes. Il y a des chemins piétons qui, la nuit, sont faiblement éclairés et puis qui ont des détecteurs de présence qui permettent, lorsqu'on arrive, d'avoir un éclairage plus important. Donc l'éclairage, il est important aussi pour la sécurité publique. Je ne suis pas forcément en train de dire qu'il faut tout éclairer pour que ce soit plus sécurisé. Ce n'est pas tout à fait ça que je suis en train de dire. Il y a des secteurs où il vaut mieux ne pas du tout éclairer pour éviter, par exemple, des regroupements et des activités un peu illicites. Donc, il faut trouver le juste milieu. Mais l'éclairage est un point important. On se rend compte qu'il faut transitionner vers les LED. On pense que c'est déjà derrière nous. Ce n'est pas le cas. On a la moitié des collectivités qui ne sont pas encore équipées en LED. Rebelote, on revient on a notre ancien système, il fonctionne bien, ça va nous coûter cher de le changer, mais on serait plus sobre. À quel moment est-ce que je le change? Est-ce que je gagne encore quelques années ou est-ce que vraiment là on commence à avoir la pression, il faut pouvoir le renouveler. Donc là, cette question d'éclairage, elle est importante. Le pilotage, oui, il faut quelqu'un qui soit compétent pour comprendre. On peut avoir le meilleur système efficace, on
peut le régler le mieux possible au début. Mais si on n'a pas quelqu'un qui est capable de l'adapter en fonction des aléas, que ce soit au niveau température ou besoin de l'équipement, eh bien, on sera pas du tout équitable et dans le bon usage sobre. Je voulais vous dire, là, pour le confort d'été, que mes confrères travaillent quand même beaucoup sur des solutions passives de protection au soleil. Maintenant, c'est vraiment systématique, hein. Donc, évidemment, la construction neuve, c'est pas beaucoup de pourcents, mais ça commence. Je voulais revenir aussi, vous avez parlé de la loi ZAN. Je ne pense pas que ça amène spécifiquement à diminuer les surfaces que ça n'est pas la cause de la diminution des surfaces. Et depuis 50 ans, les surfaces de logement diminuent à cause du prix du foncier. Donc, si le ZAN augmente le prix du foncier, ça va effectivement diminuer les surfaces. Ensuite, vous parliez du travail à la maison, hein, du télétravail. Oui, alors au niveau des conventions collectives, ça fait pas mal de discussions parce qu'effectivement, il y a plus de frais chez de salariés. Mais il y a une autre solution qui n'est pas tout à fait la même, mais qui est de développer le coworking, ce qui diminue beaucoup au niveau des déplacements. Ça évite aussi le bébé et le doudou qui arrivent au milieu d'une réunion où il n'y a rien à faire. Dernière chose, c'est bien de temps en temps, la carotte et le bâton, de temps en temps d'avoir des solutions punitives pour obliger à la rénovation de logements. Mais ce qu'il faut voir, qui est-ce qui va être puni? Alors évidemment, le propriétaire qui ne peut plus louer, mais quand c'est en copropriété, souvent, ce n'est pas de sa faute, il ne peut pas grand-chose. Et surtout, les usagers qui vont se trouver dans une crise du logement considérable dans les années qui viennent. Une petite question sur le transport. Donc, Pierre-Hélène Berger, AT2E, Association Technique Énergie et Environnement, et EDN. Je voulais poser une question sur la désirabilité du transport collectif. J'étais un peu choqué par la dernière intervention du président de la République, positive sur beaucoup de points, qui nous a dit qu'il aimait la bagnole. Et je me demande s'il aime aussi le train ou le vélo. Et il y a un déficit en France de lignes transverses, par exemple entre Lyon et la Bretagne. Qu'est-ce que vous faites pour travailler sur ce point? Le président de la République a annoncé une loi sur l'énergie en décembre. Quelles sont vos attentes? Et j'ai les questions, mais pas les plus simples en dernier. Diminution des surfaces. Oui, effectivement, en fait, on a une question de prix du logement. Et c'est toute la contradiction du logement. On a une augmentation des prix, donc des ménages qui sont obligés de se rabattre sur des tailles et des surfaces de logement qui sont plus bas, donc avec un inconfort fait. Et d'un autre côté, on se rend compte qu'on explose, en fait, quand on fait le calcul global du nombre de mètres carrés habitables par habitant. Donc là, le discours est complètement schizophrénique. Et nous, politiques, il faut faire très attention à ne pas froisser les susceptibilités par rapport à cela. Donc on a ce constat. Et donc, c'est là où on est dans la sobriété, c'est qu'il faut rapprocher le besoin à l'existant et de s'assurer en fait l'accessibilité au logement et aux surfaces. Quand on transforme des bureaux en surface habitable, c'est un point qui peut être intéressant parce qu'on va diminuer nos surfaces économiques par le télétravail. Les entreprises vont avoir besoin de moins de surface pour les bureaux, entre autres. Et donc, il va falloir balancer ces usages. La modularité dont on parlait dans les équipements, c'est la modularité aussi dans le bâti. C'est la capacité de pouvoir transposer des surfaces pour un usage professionnel, puis pour un usage d'habitation, sans avoir à reconstruire une nouvelle zone d'activité, une nouvelle zone d'habitation. Donc ça, on est vraiment dans la question de la sobriété de gouvernance. C'est comment, de manière intelligente, on va réussir à réallouer l'usage de surface construite. Et c'est quelque chose qu'on ne va pas pouvoir décider au niveau macro. C'est chacun sur son territoire doit pouvoir identifier ses besoins. Ça répond également un peu le travail à la maison ou ces surfaces aussi de coworking. Moi, je trouve ça très intéressant. Ça crée du lien parce que le travail à la maison, il y a quand même un aspect un peu désociabilisant qui n'est pas très agréable. Je vous l'avouerai, moi, pendant la Covid, j'avais mes équipes en télétravail.
télétravail. Puis à un moment donné, j'ai dit, vous revenez tous au boulot. J'avais tout le monde déprimé. Et ça a fait du bien de se revoir. Donc, c'est de trouver le juste équilibre. Nous, à la frontière avec la Suisse, on a été obligé d'imposer un 40% de télétravail qui permettait aussi des facilités fiscales. Et puis, je trouve ça plutôt pas mal, en fait. C'est un taux de télétravail qui permet quand même à ce que l'employé puisse rester en contact physique avec les personnes de son entreprise. La question de la désirabilité du transport. Alors, la bagnole, évidemment. La voiture, on est très, très précautionneux. Typiquement, moi, je vais vous dire, on a beaucoup travaillé sur le sujet. Il faudrait baisser la masse totale du parc de véhicules. 38 millions de véhicules sur la route ou dans les parkings, comme je vous avais dit tout à l'heure. 45 millions donc, de tonnes de véhicules, si on est à 1 tonne 280 en poids moyen de véhicules. Rien que sur un parc complètement thermique, si on baissait de 100 kg le poids moyen d'une voiture, on gagnerait 40 TWh. C'est des chiffres que je vous lance comme ça, on ne se rend pas forcément compte de ce que c'est, mais c'est quand même assez important. Donc la question de la bagnole, on y est attaché, c'est tout un imaginaire d'émancipation, la voiture. C'est ce qui nous a permis d'aller habiter en périphérie, dans son petit pavillon. C'est ce qui nous a permis, au moment de l'instauration des congés payés, de partir en vacances. Donc, on a une projection qui se transmet de génération en génération sur cette liberté autour de la voiture. Donc, dès qu'on y touche, on a vu les gilets jaunes, on sait que les 80 km/h n'y sont pas pour rien. Dans la question des gilets jaunes. On parle souvent aussi de la ruralité et puis je pense qu'à un moment donné, il va falloir accepter qu'on différencie les urbains des ruraux, des ruraux qui ont un besoin de déplacement qui sera différent des urbains. Donc je crois que on ne peut pas abandonner la voiture, on est quand même assez attaché. Par contre, dans son usage, soit de pouvoir la partager ou de pouvoir réduire aussi le nombre de voitures par foyer. Ça, c'est important. On est environ à 1,4 véhicules par foyer aujourd'hui, de pouvoir réduire le nombre. Quand on dit on veut baisser la masse totale du poids du parc de véhicules sur les routes, on a finalement 3 façons de le faire. Soit on peut réduire le nombre de véhicules, donc des gens qui disent bon, bah, je l'abandonne, moi j'ai plus besoin de 2 véhicules à la maison, j'en ai besoin que d'un, idéalement un véhicule familial parce que j'ai les enfants, je dois faire les courses, mais pour le reste, mes déplacements, je peux les faire à pied ou en transport en commun. Le deuxième point, c'est d'inciter les constructeurs à baisser le poids des voitures, et pas que le poids des voitures thermiques, le poids des voitures électriques aussi. Moi, je suis pas du tout d'accord de différencier un poids d'un véhicule électrique parce que soi-disant la batterie est plus lourde. Oui, mais s'il y a une batterie, cher Brice, il n'y a plus de moteur. Un moteur, c'est 150 kg, alors qu'une batterie, c'est 300 kg. Moi, j'aime à croire qu'avec le développement de la technologie, un jour, la batterie, elle fera que 50 kg. Et donc, on gagnera dessus. Sauf que si on concède d'ores et déjà que le véhicule sera plus lourd, effet rebond, et on va forcément proposer à l'électrique que les véhicules plus lourds, et puis sur les thermiques, sur les derniers qu'on a à construire jusqu'à 2035, je crois que c'est 2035, l'interdiction de nouveaux véhicules thermiques, eh bien, on fera des voitures plus légères. Donc, je suis pas tout à fait d'accord. On met tout le monde sur le fait. D'ailleurs, il y a une question de malus au poids qui va être discutée et qui potentiellement va être baissée à 1,6 tonnes. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on vise d'abord les flottes professionnelles. Dans les flottes professionnelles, c'est les voitures d'entreprise, de l'État, des collectivités territoriales. C'est aussi le leasing. Dès que vous êtes un particulier, que vous avez un leasing, votre voiture est considérée professionnelle puisqu'elle appartient à une entreprise de leasing. Les voitures professionnelles, c'est une voiture sur 2 achetée sur le marché du neuf. Une voiture sur 2, ça veut dire que c'est le parc de seconde main de demain. Et donc, si on ne dimensionne pas les attentes sur ces acquisitions de véhicules neufs dans les entreprises et dans les collectivités et pour l'État, eh bien, ce sera ce parc-là qui se retrouvera en seconde main ensuite. Donc, il faut
il faut aller plus fort sur les obligations. D'ailleurs, les professionnels sont très en retard sur l'électrification. 20% d'électrification chez le particulier, 10% chez les professionnels. Voire après, avec des comportements un peu déviants, j'achète une hybride rechargeable que je n'utilise pas d'ailleurs du tout en recharge, puisque j'utilise que la partie thermique. Donc ça, il faut qu'on arrête. J'ai moi-même une hybride rechargeable. Je pense que ce n'est pas l'orientation. C'est bien, ça permet de transitionner et de savoir comment on utilise l'électrique. La prochaine, ce sera une électrique. Donc, il y a un point important. On a une responsabilité en tant que professionnel pour renouveler ce parc de véhicules auquel nous sommes quand même attachés, la bagnole, et bien de s'assurer qu'elle soit plus légère et moins consommatrice. Simplement, donc soit on a des voitures plus légères, soit on a moins de voitures. Et il y a une troisième voie qu'on peut développer, et la filière n'est pas développée, c'est le véhicule intermédiaire. C'est ces tricycles, quadricycles carénés, toutes petites voitures qui aujourd'hui ne sont pas autorisées sur les voies rapides, sur le périph'. Donc, quelqu'un qui se dit, je ne vais pas y aller en scooter parce que je ne suis quand même pas à l'aise sur un deux roues, on aurait une capacité de développement de cette voie-là. Il y a une filière embryonnaire en France et je crois qu'on aurait tout intérêt à la pousser pour que justement, si on fait de l'autosolisme, à ce moment-là, on ait un véhicule beaucoup plus adapté en taille et en poids et en consommation. Wow. On est tout seul dans sa voiture. Il y avait encore une autre. La loi énergie, c'est ça. Qu'est-ce que j'en attends? Ah, j'ai peut-être essayé d'esquiver inconsciemment. Oui. Du transport. Oui, on a des bonnes volontés, des bonnes paroles et on voudrait aller sur le train et on se rend compte que c'est compliqué. Le fret ferroviaire, c'est pareil. Moi, j'ai un projet chez moi que j'essaie de faire faire décoller. On a une petite ligne qui a été désaffectée. On pourrait l'utiliser pour refaire du fret ferroviaire, notamment pour acheminer des matériaux, des marchandises et autres. Et c'est d'une complexité incroyable. Donc il faut vraiment réussir à se donner les moyens de facilité et de simplification pour aller vers ces orientations. Encore une fois, c'est à l'initiative du territoire, parce qu'il a identifié un besoin, qu'on sera capable de faire le lien. Je vous parlais du CERN tout à l'heure et du grand collisionneur. Si on fait un grand collisionneur circulaire de 100 km, il va y avoir du matériau d'excavation. Forcément, on va créer un tunnel. Et donc, moi, je veux pouvoir lier en fait ce développement de voies de fret ferroviaire pour pouvoir extraire les matériaux d'excavation et pouvoir les envoyer loin et lier ce besoin. Donc, c'est compliqué politiquement, localement. On va y arriver, je le pense. On a déjà obtenu les nouveaux EPR2 dans le département de l'Ain à Bugey et c'était à force depuis de nombreuses années de pouvoir travailler dessus. Vous avez convaincu les Suisses? Alors, pas tout à fait encore, mais effectivement, ils sont dépendants de notre énergie et on n'hésite pas à leur rappeler. Et on a des infrastructures hyper électro-intensives qui nécessitent d'avoir ces infrastructures. Donc, c'est vraiment, en fait, à partir du moment où on s'est dit, on tape dans la main, voilà, on va dans cette direction pour le nucléaire, on va dans cette direction pour le développement des transports. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai d'ailleurs France Mobilité, qui est le bras armé du gouvernement, qui me tape en me disant, bon, madame la députée, maintenant on a besoin de projets, vous avez quoi dans les tiroirs? Alors, j'ai des choses, mais elles sont un peu compliquées. Il faut avoir tous les acteurs publics autour de la table qui soient convaincus de la bonne nécessité du projet et que derrière, on arrive à collecter l'ensemble des experts et professionnels pour pouvoir faire aboutir. Mais ça, en tant qu'élu local, je crois qu'il y en a dans la salle, on est conscient des difficultés et de la détermination pour laquelle on y est. Mais on a, sur la question du train, on a relevé les difficultés, même la tarification qui peut parfois être moins incitative qu'on voudrait, et ça, on en est conscient. Et le vélo. Mais ça, je crois qu'on commence à se l'approprier un peu, en tout cas dans les zones urbaines, et c'est là où il faut faire les efforts. Donc, je pense qu'il faudrait arrêter en France que lorsqu'on dit il faut faire
faire du vélo, tout d'un coup, on est toute la ruralité qui nous dit c'est pas possible. Oui, on sait que c'est moins possible en ruralité, on va trouver d'autres solutions. Et qu'à partir du moment où on fait des annonces et des propositions, tout le monde y adhère et on sait qu'il n'y a que ceux qui seront vraiment concernés qui pourront y donner, plutôt que d'avoir une opposition systématique de ceux qui sont moins concernés. Ça, c'est la France dont je rêve. Et la loi, ah, oui, oui. La loi, alors la question, en fait, l'imbrication législative et réglementaire. Il faut une loi de programmation énergie-climat, et ça, c'est une obligation par la loi d'avoir une loi de programmation. Donc ça, c'est bien. On a dit, on pourrait, comment? Avant juin. Et la question, c'était à quel niveau de degré. Nous, on aimerait pouvoir aller dans les degrés les plus fins, de dire qu'est-ce qu'on veut faire sur le transport et la voiture, qu'est-ce qu'on veut faire également dans le bâtiment, mais il y aura peut-être des degrés un peu différents avec des tiroirs. On nous a parlé de tiroirs. Alors, on attend de voir ce que c'est que la commode qui va avec, mais effectivement. Donc, il faudra de toute manière rappeler les grands objectifs qui seront pour partie déclinés des directives efficacité énergétique, donc 1,9% de baisse dans tout ce qui est bâtiment public, les obligations d'évaluation des politiques publiques sur ces questions de réduction de consommation d'énergie aussi, ça va être intégré, et puis les objectifs de décarbonation. Et moi, j'aimerais bien qu'on puisse, d'une manière ou d'une autre, peut-être par voie législative, mais aussi peut-être par voie réglementaire, avoir secteur par secteur les ambitions. Le budget va nous permettre déjà de taper un certain nombre de sujets, notamment les questions de malus sur le poids des voitures. Moi, je vais être à l'affût de tous les véhicules législatifs et réglementaires qui vont passer sous la main pour pouvoir venir en remettre une couche. Et si on peut avoir vos retours via l'application sur vos points de sobriété, j'aimerais qu'en fait, il y ait une vraie participation citoyenne. Ça remettra en plus un poids sur l'acceptabilité de la sobriété dans la société. On accepte la sobriété monitorée, on est capable de baisser un peu son chauffage. La sobriété gouvernée, RTE nous dit aujourd'hui, on n'est pas encore tout à fait mûr pour pouvoir y aller. Et donc, moi, je vais compter sur les acteurs professionnels et publics. Madame la députée, c'est impressionnant de vous entendre. Vous répondez aux questions avant même la fin de la question, tellement vous êtes au courant, tellement vous êtes informé, tellement vous avez travaillé. Il n'y a aucun dossier qui vous soit étranger, que ce soit l'intelligence artificielle, les transports, l'urbanisme. Bon, bravo. Toute la question maintenant, c'est est-ce que vous vous donnez un délai pour juger des résultats de votre action? Regardez déjà les jeunes, ils ne veulent pas passer leur permis de conduire. Je suis sûr que Gilles, par exemple, dès qu'il a eu 18 ans, la première chose qu'il a faite, c'est de passer son permis de conduire. Aujourd'hui, un peu moins quand même, hein, parce que les urbains n'ont pas besoin de voiture. Il y a même des propositions, ce n'est pas la peine de faire un bonus pour les Parisiens, ils n'ont pas besoin de voiture. Donc, réservons ça aux ruraux. Donc, la priorité, c'est l'électrification du monde rural, etc. Donc, il y a beaucoup de choses de ce genre-là qui sont déjà en route, en quelque sorte. Les choses ont changé. Et donc, toute la question, à mon avis, avec votre rapport, c'est est-ce que ça va se finir en efficacité énergétique ou est-ce que réellement il y a un changement de comportement? Parce qu'au fond, la sobriété, c'est une petite méfiance vis-à-vis de la solution technologique et une petite insistance sur le changement de comportement. Et là, est-ce que nous sommes à la veille de la grande bifurcation? Je ne sais pas, moi. L'intelligence artificielle, le changement climatique, les risques de guerre, il y a en effet beaucoup de défis devant nous. Et on voudrait qu'il y ait sans doute un changement de société ou une manière différente de vivre qui ne soit pas la pénurie ou qui ne soit pas la pauvreté, la sobriété. C'est un mouvement international, cela dit. Vous savez, vous ne l'avez pas dit, mais vous le dites dans le rapport, parce qu'en anglais, c'est sufficiency. Ça suffit, juste assez. Mais il y a aussi un mouvement qui s'appelle minimisation, il y a la minimizing. Bon, et donc, ce mouvement existe, il est un petit peu général. Et il rappelle les moments que j'ai connus, moi, du small is beautiful, c'est-à-dire essayons de réduire les choses, essayons d'être un petit peu plus sobre, précisément. Et donc, Madame la députée, merci beaucoup. Je pense que ça va être en effet l'enjeu politique
ne pas en rester à l'efficacité et d'aller un tout petit peu au-delà et d'enthousiasmer les Français dans ce projet. Pour l'instant, nous n'y sommes pas encore. Nous voyons partout, à l'occasion des élections européennes, des réactions. Ou n'emmerdez pas les Français, c'était Pompidou qui disait ça. Ou aux Pays-Bas, le Parti paysan qui dit « Ah non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de pollution azotée? Moi, je veux beaucoup de vaches, je ne veux pas qu'on réduise le nombre de vaches, etc. » Et en même temps, vous avez une réduction de la consommation de viande. Donc, c'est parti, c'est en route. Et comment est-ce qu'on favorise, sans emmerder les Français ou nos concitoyens, comment est-ce qu'on favorise ce grand mouvement? Bravo en tous les cas pour votre rapport et merci beaucoup d'être venu nous en parler.